Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Ce journal est également diffusé sur YouTube et Facebook, n'hésitez donc pas à nous y suivre et à regarder tous nos reportages sur le site de Canal D. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 3e édition de l'Hebdo, alors merci à vous de nous suivre jusqu'ici et nous vous promettrons de rester toujours au plus près de l'actualité locale. Alors maintenant le sommaire de cette semaine avec pour commencer les manifestations contre la réforme des retraites qui se poursuivent dans toute la France et les Dracénois n'ont pas manqué l'appel de ce mardi 31. Financement également, le dispositif à l'abri vient d'être mis en place par l'agglomération pour aider les personnes vivant en zone inondable à aménager leur habitation. Ce dispositif vient compléter les aménagements territoriaux entrepris dans le même but ces dernières années. Et finalement, nous sommes allés à la rencontre de la Ligue de protection des oiseaux, qui s'occupe de l'installation de petits abris et nichoirs pour sauvegarder la population d'oiseaux sauvages en ville. Également, à la fin de ce journal, nous vous présenterons toutes les sorties et événements culturels ou sportifs de la semaine, afin que vous ne loupiez aucune de ces activités. Mais dans l'immédiat, dirigeons-nous vers la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, dont la mission de sauvegarde des volatiles en zone urbaine est plus que jamais utile face à une diminution sans précédent de la population d'oiseaux sauvages ces dernières décennies. Alors, tout de suite, un reportage de Maureen Lannes, Arthur Millet et Kylian Rambourg. La LPO, Ligue de protection des oiseaux créée en 1912 pour sauver les macaremoines de Bretagne, est aujourd'hui la première association française de protection de la nature. En milieu urbain, où, faute de territoire, certains oiseaux sont en voie de disparition, elle installe des nichoirs pour les protéger. On accroche des nichoirs pour tout type d'oiseaux. On fait surtout les oiseaux les plus communs comme les mésanges. C'est ceux les plus opportunistes, donc c'est facile de les favoriser. Pour trouver les nichoirs, les oiseaux, en fait, ils vont dans les endroits qui sont le plus favorables pour eux. Donc nous, on étudie la question en amont. Par exemple, pour les chauves-souris, on va mettre les nichoirs suffisamment en hauteur. Mais sinon, on en installe dans toute la région parce qu'en fait, on est là pour le refuge LPO. Et donc ça, c'est dans toute la France. On peut, particuliers, comme des communes, comme des écoles, des centres aérés, on peut tous devenir refuge LPO. Pour un particulier, c'est un engagement, c'est une labellisation. On va installer un petit panonceau sur notre entrée pour dire que chez nous, on va faire attention à la biodiversité. Ça veut dire qu'on va tondre moins souvent sa pelouse, parce que les petits insectes vont plus facilement se développer dans les herbes hautes. Éviter tout ce qui est pesticides, bien sûr. Quand on s'inscrit pour devenir refuge LPO, il y a un kit, on va dire, de bienvenue qui nous est livré et fournit un nichoir à mésanges avec tout un kit d'explications comment orienter son nichoir. Et il y a tout un petit guide de comment bien accueillir la biodiversité chez soi. Désormais, on est plus la Ligue pour la protection des oiseaux, et aussi de la biodiversité. Donc on s'occupe également des petits mammifères. Si la LPO est une association comptant 50 000 adhérents, elle s'appuie aussi sur le travail des 5 000 bénévoles actifs de ses antennes locales pour assurer ses actions à travers la France. Notre but, c'est de recenser, de prendre les animaux. Les gens nous appellent pour les animaux qu'ils ont trouvés blessés ou les petits hérissons. On les récupère et après on les centralise pour pouvoir les transporter au centre. Chacun doit donner un peu de son temps pour aider la faune sauvage et c'est notre patrimoine. Environ 70% des populations d'animaux sauvages auraient disparu entre 1970 et aujourd'hui. De quoi faire réfléchir et peut-être donner envie d'agir à son tour. Et oui, peut-être le moment d'agir, chacun à son échelle. À présent, tournons-nous vers le dispositif à l'abri, dont la mise en place par l'agglomération vient d'être lancée. Ce dispositif aura pour but de protéger les habitations en zone inondable en proposant un financement de jusqu'à 80% pour les particuliers qui souhaiteraient entreprendre des travaux dans cette optique. Nos reporters Kylian Rambourg, Dylan Merlot et Maureen Lannes sont allés interroger les différents intervenants de ce projet. Le dispositif à l'abri vient d'être lancé sur 19 communes de la DPVA. Il s'adresse en priorité aux particuliers situés en zone inondable qui voudraient se protéger au mieux de futures inondations. Un diagnostic gratuit et strictement confidentiel, réalisé par un bureau d'études, leur est offert sur demande. Il en découle une liste de travaux que les propriétaires peuvent librement décider d'entreprendre ou pas. Si les propriétaires doivent avancer le coût des travaux, ceux-ci leur sont remboursés à hauteur de 80% par des subventions. L'effort financier total à faire pour favoriser sa sécurité et celle de sa famille est donc généralement compris entre 1 500 et 2 000 euros.
Et on met tout en œuvre pour que le propriétaire puisse bénéficier de ces subventions. En plus du diagnostic, il y a aussi un accompagnement des personnes sur les démarches administratives. Ça peut être aussi un frein. Et donc le même bureau d'études fait l'accompagnement. Là, le diagnostic, il est subventionné à 50% par l'État, 25% par la région et 25% par le DPVA. Le bureau d'études Mayenne, assisté d'un géomètre, s'appuie notamment sur la réglementation en vigueur, soit le PPRI, plan de prévention du risque inondation, pour établir un rapport de diagnostic relatif à chaque habitation. Et nous, on vient préciser le risque à l'échelle de la parcelle. Donc ça permet d'affiner la donnée sur le bien. Voilà, donc la visite dure à peu près 1 heure à 2 heures et du coup on fait vraiment le tour de l'ensemble du bien avec le propriétaire. Monsieur Macabrou, président fondateur de l'association des sinistrés du 15 juin, a décidé de faire diagnostiquer sa maison située en zone inondable. J'avais fini le travail, j'étais revenu de mon travail. Il y avait un match de foot, j'avais mis une pizza au four, installé la télé. Je commençais à enlever mes bottes pour me mettre à l'aise. Et puis d'un coup, étant pompier, ayant connu des inondations, mais pas ici, mais dans le Gard, dans la Romaine ou ailleurs, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai très vite compris que c'était cuit. Parce que là, nous, ce qui s'est passé ici, surtout dans ce quartier-là, c'est que nous, on avait l'eau qui descendait de Draguignan et on a eu l'eau qui montait de Trans, est arrivée à saturation et l'eau est remontée aussi de Trans. Et ça fait qu'ici, on a été pris en tampon. Je pense que si je serais resté 10 minutes de plus, ou même moins, j'y étais. À un tel point que mon voisin, il est mort, lui, à côté. Pour une raison de sécurité évidente, l'agglomération entend convaincre un maximum de personnes de faire diagnostiquer leur habitation. Car, dans d'autres agglomérations françaises, ce sont souvent seulement 10% des habitations situées en zone inondable qui font faire ce diagnostic, puis seulement 10% d'entre elles qui entreprennent les travaux préconisés. Dès la semaine prochaine, on va lancer des courriers pour toutes les habitations de plein pied en zone rouge du PPRI, c'est-à-dire toutes les habitations qui subissent de plein fouet le risque maximum. Donc là, on va leur adresser un courrier personnalisé signé du maire et du président de DPVA, les incitant à se mobiliser et à demander ce diagnostic. Le dispositif à l'abri va être étendu aux entreprises et immeubles afin d'en sécuriser les parties communes, mais aussi les appartements de rez-de-chaussée. Ce dispositif passe aussi par la distribution d'un PFMS, plan de mise en sécurité face au risque inondation. Il est crucial et rassurant pour chaque membre d'une famille ou employé de connaître ce plan expliquant les bons réflexes à avoir en cas d'inondation. Ces réflexes peuvent sauver des vies. En espérant toujours que nous n'ayons plus à revivre la catastrophe des inondations de 2010, qui avait fait 27 morts, je le rappelle. Et pour finir, revenons sur le point chaud de cette semaine, les manifestations du 31, dans la poursuite de la lutte contre la réforme des retraites. Il semblerait que le mouvement gagne en puissance, puisque dans toute la France, comme à Draguignan, on a observé une hausse du nombre de manifestants, ce qui confirme la coopération efficace de l'intersyndicale à travers tout le pays. Nous sommes allés, pour vous, à la rencontre des différents participants. Bonjour! Aujourd'hui, nous assistons à la seconde journée de manifestation à Draguignan dans le cadre des grèves contre la réforme des retraites. L'intersyndicale s'était déjà réunie le 19 janvier et aujourd'hui, nous allons suivre pour vous les nouvelles manifestations. Nous sommes très nombreux et on est déterminés. On est contre cette réforme, cette grève, cette réforme des retraites qui veut nous faire travailler plus longtemps et on n'est pas d'accord. Nous, la CFDT, c'est simple. On fait grève lorsqu'il faut. S'il faut faire un blocage, il y aura certainement des blocages si on n'est pas entendu. Pour l'instant, la balle est dans le camp du gouvernement. La négociation, je pense qu'elle est toujours ouverte. Nous, on a une intersyndicale locale qui est franchement, on marche main dans la main. Voilà, nous, on pense qu'il faut durcir le ton, c'est évident. On pense déjà qu'on est dans une situation très difficile avec la question de l'inflation, les bas salaires. Les salariés sont en difficulté aujourd'hui pour venir pour faire grève. Apparemment, ils restent sur leur position. Ils ont l'air vraiment très décidés à rester sur la position. On va voir si la rue les fait plier, si on arrive à être assez nombreux au niveau de toutes les manifestations en France.
Après, bon, s'ils ne nous entendent pas par les manifestations, je pense que oui, il y aura des grèves qui vont se mettre en place et on va essayer de bloquer le pays. S'il n'y a que ça qu'ils entendent. En effet, avec près de 4000 personnes réunies selon la CGT et 2700 selon les forces de l'ordre, cette manifestation réunit plus de monde encore que la dernière. Des possibilités d'escalade ont été envisagées au niveau de la grève, et cette journée est à marquer d'une pierre blanche comme l'expression du mécontentement face à la réforme à venir. En espérant qu'il y ait une montée en puissance dans les semaines qui viennent. Ouais. Parce que bon, là, on a trop à perdre. Hein. On ne va pas travailler toute notre vie, puis on part à la retraite, on meurt 2 ans après. Hein. On va continuer et on va s'exprimer de plus en plus. Après, aller plus loin, oui, comme c'est dans la nature française d'arriver au bout dans une grève, donc on va y aller. Alors, pour l'instant, on va attendre la fin de cette journée. Vous savez que l'intersyndicale au niveau national va se réunir et qu'il y aura une future date, certainement dans le début février. Des manifestations qui devraient se poursuivre donc, et nous serons là pour vous tenir informés des derniers développements. Voici tout de suite quelques infos et activités dans les jours à venir, avec en avant-première l'exposition Carnet de balles, qui ouvrira au public dès demain de 14h à 17h à la chapelle de l'Observance à Draguignan. Une exposition exceptionnelle puisqu'elle réunit 39 robes authentiques datant de 1780 à 1880. Ces robes sont issues de la collection de Serge Liagre, directeur de la Villa Rosemène de Toulon. Avec son associé, Yassine Arfaoui, il l'a lui-même scénographié. Ne ratez pas notre reportage sur cette exposition la semaine prochaine. À l'auditorium du Paul Chabran, le collectif AAO propose Iglu, une création artistique, féerique et immersive de 40 minutes destinée au jeune public. 2 dates à retenir pour s'y rendre, le mercredi 8 février à 15h et le samedi 11 février à 16h. Puis demain, tous les amoureux de la faune, âgés de 7 à 77 ans, sont conviés à Saint-Ferréol pour une balade naturaliste de 14h à 17h, durant laquelle il s'agira de repérer les traces laissées par les animaux sauvages. Finalement, à Flyosque, dimanche 5, un carnaval sur le thème de la fête gauloise est organisé dès 11h au départ du lavoir. Le village d'Astérix et Obélix sera même reconstitué sur la place de la République, où il sera possible de se restaurer. Merci encore de nous avoir suivis, c'est la fin de cet hebdo, et je vous dis à vendredi prochain, où vous retrouverez Cynthia Billot.